Je ne vais pas être longue pour tous ces dessins, mais vous allez prendre note de ces dessins pour utiliser comme schéma, comme critère pour le fonctionnement de notre esprit. Et on n'a pas beaucoup de temps pour passer trop de temps pour toutes ces explications, brièvement seulement. Mais dans l'attente, j'aimerais commencer mon partage par une chanson de pratique. Et j'aimerais que vous aussi pratiquiez. Bon, la chanson est déjà dans le CD, vous aurez bien sûr dans le futur, mais l'important c'est de la pratique de cette chanson. Dès le réveil le matin, je pratique à être heureux. Même si on n'a rien, on n'a pas gagné la loterie, on n'a rien, on apprend à être heureux. Premièrement, on n'est pas paralysé. On n'est pas sur une chaise roulante. On a toutes les conditions pour être encore en vie. Bien sûr, il y a plein de problèmes dans votre vie. Tant pis, il faut être fort pour faire face à ces différents problèmes. C'est pourquoi il faut vraiment s'entraîner à être heureux. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement. Me réveillant, j'ai 24 heures toutes nouvelles. J'accepte le monde tel qu'il se présente avec un regard profond d'amour et de compréhension. Le monde est comme ça. Si vous avez de la chance, votre monde vous sourit. Si vous n'avez pas de chance, il y a beaucoup de difficultés dans la vie, mais j'accepte le monde tel qu'il se présente. Et il faut que je restaure la paix, la sérénité en moi pour pouvoir faire face à ces difficultés avec beauté, avec dignité, avec paix. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement. J'accepte le monde tel qu'il se présente avec un regard profond d'amour et de compréhension. Et puis je descends de mon lit, mes pieds touchent la terre, je réalise vraiment un miracle. À chaque pas éveillé, un monde merveilleux est là devant moi. J'ai 24 heures immaculées à vivre pleinement. Et puis je touche la lumière. Quand j'ouvre la lumière, je me rappellerai pleine conscience et lumière, oubli et ténèbres. Ramenant ma pleine attention, je fais éveiller le monde de bonté aimante, d'amour et de compréhension. Et puis je suis entrée dans la salle d'eau. Quand j'ouvre le robinet, l'eau coule sur mes mains. Bon, on le fait très vite, on ne voit même pas. Merci de me rappeler de revenir à ma respiration avec le soleil. Ça, c'est un entraînement aussi. Et puis, mais quand je regarde d'une façon très vite, je ne vois que l'eau, comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'eau chaude.
Mais si vous regardez plus en profondeur, même l'eau n'est pas encore chaude parce que le conduit du chauffage de la chauffe-eau est assez loin. Mais vous regardez, cette eau-là, c'était venu à vos mains miraculeusement. Vous ne savez pas, dans beaucoup de pays, dans le tiers-monde, on doit marcher plusieurs kilomètres pour amener un peu d'eau. Et vous avez l'eau, soudain, sort. Même si un peu froid, c'est pas mal. L'eau venant du haut de la montagne, l'eau venant des sources souterraines, l'eau coule généreusement sur mes mains heureuses. Et puis, quand... ça suffit pour cela. Et j'aimerais vous partager une chose, que la pratique inventée par un groupe de jeunes, parce qu'on parle de Wake Up, de francophones, un groupe de jeunes qui m'a partagé comme ceci. Ils n'ont pas beaucoup de temps, l'examen et tout ça, ils passent seulement le samedi soir, après-midi, toute l'après-midi. Ils ont fait une marche un peu vite, mais dans la pleine conscience, parce que la marche, vous savez, pour ramener la concentration, pour ne pas être dispersé, on doit revenir à sa respiration. Je me calme, je relâche les tensions, je suis dans le moment présent, je suis totalement avec le contact de mes pieds avec le sol. Mais ils ont invité beaucoup d'amis dans l'université, donc ils n'ont pas dit que c'est une demi-journée de pleine conscience du tout. On propose une randonnée autour du campus de l'université. Ils sont venus et ils ont dit, qui veut s'amuser, amenez votre sandwich. Et après avoir fait une marche, une randonnée, et on cherche un arbre séculaire assez important pour s'asseoir et pour partager. Et puis, elle a dit que avant de partir, il faut que vous essayez d'observer les amis qui marchent avec vous. Et quand ils sont arrivés, elle partage, c'est une jeune personne, elle partage comment on peut manger dans la pleine conscience, être totalement avec le sandwich, et être totalement avec cette salade-là, ce morceau de tomate, et voir en profondeur le sandwich avec beaucoup de joie. Parce que sinon, on avale, il n'y a pas assez de mayonnaise, ou on pense à autre chose que on voit en profondeur un morceau de tomate, un morceau de concombre, un petit peu de pâté, tout ça. Et puis, elle a dit, est-ce qu'on peut exprimer notre appréciation à les gens qui sont avec nous cet après-midi? Donc, ils ont fait des marches, ils s'asseoir, ils ont fait beaucoup de choses, mais à la fin, il y a des personnes qui sont très émues, parce que c'est la première fois qu'elle est venue, elle est assez timide, mais elle a marché d'une façon très humble, en regardant les autres, et sa façon, sa timidité est très jolie. Alors, une amie inconnue a dit, j'ai regardé que toi, tu as une façon de marcher et de sourire et de regarder les gens avec les yeux. Formidable. Et je t'ai beaucoup admiré. La petite a presque pleuré parce que chez elle, elle est trop timide. Et souvent dans sa famille, on n'apprécie pas. On apprécie peut-être dans son cœur, mais on ne dit pas, maman n'a jamais dit que tu es très jolie, ma fille, ou papa n'a jamais dit cela. Donc c'est la première fois qu'elle a été appréciée par une amie inconnue qui ont passé de 2 heures. Ils ont arrêté, ils ont partagé un petit peu, ils ont marché, ils ont arrêté. Et vers 6 heures, elle est appréciée. Et il y a d'autres amis qui ont connu d'autres, ils ont apprécié. Et les uns apprécient les autres, c'est tout. On ne touche pas les choses qu'on n'aime pas de l'autre. Et ça, vous pouvez mettre en pratique dans votre classe. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui n'est pas instituteurs, mais dans mon groupe, par exemple, je pense que c'est Olivier ou Richard, vous avez invité des jeunes de venir et vous ne savez pas à quoi offrir.
qu'il reste toute la journée, on essaie de trouver quelque chose de bien en lui pour apprécier. Valoriser une personne, c'est très important. Il y a des personnes qui ont mal jugé par les adultes, par les copains, ils se sont un peu frustrés, perdus. Et si quelqu'un qui vous a apprécié avec vraie appréciation, même une petite chose, c'est pas mal. Et si c'est votre classe, vous proposez qu'on observe les uns des autres, mais à la fin de la semaine, on aura une séance d'appréciation mutuelle. Alors, les enfants vont se réjouir de cela. Et peut-être on ne pense pas que l'autre garçon a l'air pas gentil du tout, et pourtant il vous a exprimé une appréciation. Ça va effacer les petits conflits inutiles. Et ça, on peut le faire. Parce que, vous savez, souvent, notre regard ne peut que percevoir le corps d'une personne. On ne peut pas percevoir l'esprit de cette personne. Et l'esprit de cette personne, c'est très grand. Le corps, mais l'esprit est tout un espace. J'ai écrit comme ça, mais peut-être c'est encore plus grand. Et dans l'esprit de chaque personne, il y a le magasin, c'est-à-dire l'emmagasinant de toutes les expériences vécues de vos ancêtres, c'est-à-dire les gènes en vous, les gènes de votre père, votre mère, grand-père, grand-mère. Et tous ces gènes-là condensés en forme de semences dans votre cellule. Et il y a les talents de papa, les talents, les qualités de maman, mais il y a aussi les faiblesses de papa, les abus de grand-père, beaucoup de faiblesses et de points forts sont dans le monde de l'esprit d'une personne. Donc on est très ignorant sur l'autre. Et si on voit une personne et on juge, c'est pas bien. Et même dans classe, vous êtes l'institutrice pour 3 mois déjà. Et vous pensez que vous connaissez tous vos enfants, vous ne savez pas trop. Et il faut être très humble de notre savoir sur l'autre. Et si les enfants apprécient les uns des autres, c'est pas mal. Je me suis rappelé qu'il y a une retraite, j'étais assez pleine conscience. Une retraite avec les psychothérapeutes aux États-Unis, il y a quand même 15 ans. Et les psychothérapeutes et les psychiatres, pour la première fois qu'ils sont venus voir Thay, ils disent, la psychologie bouddhique est très profonde, je vais venir pour apprendre les méthodes. Et ils ne s'attendent pas de faire la méditation assise, se lever très tôt, faire la méditation assise, manger en silence pour regarder profondément la nourriture. Et puis on fait, d'après les entraînements de la pleine conscience, ils sont furieux. Et à l'heure de discussion de Dharma, j'ai vu beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes. Mais quand nous sommes divisés en petits groupes comme ici, et les retraitants vont parler ouvertement leur mécontentement. Et c'est à nous, nous sommes des facilitateurs, c'est des moniteurs, on ne va pas répondre tout de suite, on laisse tous les autres parler son mécontentement ou son appréciation. Et à la fin, la personne qui anime doit résumer, elle doit avoir 10 minutes pour essayer de répondre. Ou sinon, on ne peut pas, on rapporte à Thay. Bon, je me suis rappelé que dans ce groupe, il y a des personnes qui apprécient, des personnes qui n'apprécient pas, mais il y a un monsieur qui a l'air très sévère. Et il me regarde d'une façon très jugementale. Et j'ai essayé d'expliquer, il ne sourit même pas. Et à la fin, une journée avant la fin de la retraite, il m'a approché, est-ce que je peux avoir un formulaire pour prendre les 5 entraînements? J'ai dit, vous prenez les 5 entraînements? Oui, parce que tout ce que vous avez dit est formidable. Parce que l'enseignement de Thay est formidable. Mais il est toujours... Vous voyez? Donc on voit de l'extérieur et on juge quelqu'un.
c'est pas bien. Et parfois, il y a une personne qui me sourit tout le temps, et quand j'ai posé les questions, elle a répondu d'une façon très superficielle, comme si elle n'a rien compris. Donc, il ne faut pas se fier à l'apparence, parce qu'il y a tout un monde derrière. Et donc, je propose dans la classe, et comme hier, Sœur Gina a parlé, que quand les semences de joie, parce que cette partie supérieure de la conscience, c'est la partie où vous êtes en train de m'écouter, on appelle le mental. Et sur le mental, si on parle des choses formidables, des choses bien, ça va tomber ici des semences de générosité, de dignité, d'appréciation. Mais si les gens vous disent des choses méchantes, ça provoque une graine de colère ici et ça monte et vous êtes encore plus coléreux. Parce que quand la graine de colère est arrosée par quelqu'un, ça monte ici et ça redescend, pas une seule semence, mais une centaine, des milliers de semences. Donc, dans cette conscience profonde, il y a des expériences vécues par vos parents, mais il y a aussi des expériences vécues par vous, même à l'âge d'un fœtus. Dans le ventre de maman, maman et papa aiment beaucoup la tendresse, ça rentre dans le petit. Mais si maman et papa étaient en train de se quereller, et maman veut garder le bébé, papa ne veut pas, il y a beaucoup de disputes, et ici, le bébé a reçu beaucoup de confusion, de malheur, il ne sait pas, est-ce que je vais sortir ou non, parce que papa n'a pas voulu, et maman... Donc, tout ça reste dans le fœtus. On appelle les semences nouvellement implantées. Et nouvellement implantées, c'est-à-dire quand vous êtes en fœtus, quand vous êtes né à l'âge de 3 mois, 5 mois, et parfois, il y a parmi votre famille, tout le monde est brun, avec les yeux bruns, les cheveux bruns, mais il y a un garçon, un ami de votre frère, qui est brun, donc qui est, comment on appelle, blond, qui est blond, qui a les yeux bleus, mais il est si tendre. Il a tenu la petite d'une façon très tendre. Et il n'est pas comme les autres hommes, parce que papa et maman sont très occupés, et votre frère l'a invité, mais votre frère s'affaire à faire des choses, et le garçon de 14 ou 15 ans joue avec la petite, avec les yeux bleus, le cheveu blond, très gentil. Et ça tombe dans la conscience des tréfonds, du petit. Numéro 1, un caractéristique numéro 1. Yeux bleus, cheveux blonds. Et puis, quand elle a grandi, elle est allée à l'école, il y a un instituteur qui est très gentil, il est souvent en chemise correcte, et, je ne sais pas, mais comme quelque chose qu'elle apprécie. Parmi les instituteurs, elle a apprécié un caractéristique numéro 2. Et quand elle est malade, un autre frère d'elle est venu tout doucement, s'occupe d'elle. Bon, elle a un caractéristique numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, dans chacun de nous, nous avons un certain nombre d'images, d'expériences vécues de votre jeunesse, dans le fœtus de maman. Et vous avez déjà une série. J'ai dit 1, 2, mais on peut dire ABC, mais une série. Et quand vous avez rencontré quelqu'un, il y a une jeune fille de 22 ans m'a raconté dans une réception, elle a vu, il y a beaucoup de garçons, mais il y a un garçon avec les yeux bleus et les cheveux blonds. Et soudain, elle se sent très touchée. Elle a dit, voilà, c'est le garçon que j'ai attendu. Bon, après ça, ils ont sorti, ils ont fait l'amour. Et après un mois, c'est une catastrophe. Lui, elle a menti pour emprunter. Oh, j'ai besoin de 300 francs pour payer très vite la réparation de ma voiture. Je te rentrerai la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, une autre chose. Notre emprunt, finalement, on a vu qu'il est vraiment quelqu'un menteur. Mais bon,
Et pour moi, c'est un peu trop vite de tomber amoureux de quelqu'un parce que vous êtes tombé seulement numéro 1. Il ne faut pas coucher avec quelqu'un quand vous avez apprécié seulement un caractère de lui. Hein. Et il y a d'autres qui ont non seulement caractère numéro 1, numéro 3, numéro 5, la façon dont ils vous écoutent, ça a l'air très bien. Et donc vous êtes... Le défaut, c'est que vous avez perçu en lui ou en elle seulement le caractère que vous aimez tant, numéro 1, 5, 7. Et vous croyez qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 200. Et quand vous êtes marié, oh, numéro 4, je ne vois pas. Numéro 8, je ne vois pas. Ah, pourquoi? Bon, il m'a menti. Mais c'est pas vrai, il n'a pas menti. Et parfois, il s'est comporté différemment. Ce n'est pas parce qu'il a menti, parce qu'il a un arrière-plan différent. Sa famille l'a éduqué d'une façon différente. Et sa famille déteste les gens qui se portent une chemise comme ça. Sa famille est très libre. On porte les t-shirts seulement, les jeans seulement. Alors, quelqu'un qui est trop correct comme ça. Et vous aimez, il a le caractère 1, 2, 3, mais il porte le t-shirt. Pourquoi il ne faut pas essayer de porter une chemise comme il faut, etc. Tu vas enseigner. Mais lui, non, je n'aime pas. Et vous êtes furieux. Mais des petites choses comme ça, quand vous êtes furieux, premièrement, ne pas montrer votre visage moche à lui ou à elle. Parce que quand elle vous a rencontré, bon, les cheveux comme ça, les yeux comme ça, c'est joli. Et numéro 5, elle vous a forcé de porter le t-shirt, vous n'aimez pas, et tu n'es pas gentil. Et bon, et au lieu de voir une fée, ici, la voit une sorcière. Surtout quand on est très mécontent et on essayer de discuter d'une façon rigoureuse. Soit tu veux ça ou pas du tout. On va passer notre vacances en montagne, pas au village des pruniers. Et vous dites, mais le village des pruniers nous rapproche. Non, ne pars pas. Et votre visage, pas très joli, tombe ici. Et ça peut toucher un visage pas tellement heureux, une image pas tellement heureuse dans l'autre. Ah, j'ai cru que j'ai marié une fée. Et non, maintenant c'est une personne très difficile. Ça a l'air, chaque fois qu'elle coupe mes paroles, c'est clair comme ma belle-mère. Donc, il ne faut pas montrer votre visage moche devant l'autre. Mais donc, chaque fois que vous êtes en colère, s'il vous plaît, revenez à votre respiration. C'est pas bouddhiste, mais c'est bouddhiste. C'est-à-dire, avec vos élèves, vous pouvez enseigner aux enfants. Quand tu es en colère, tu n'es pas calme et suffisamment et tu peux mal exprimer ce que tu veux exprimer. Donc, enfants, chaque fois que vous êtes en colère, chaque fois que vous êtes agité par une émotion forte, il ne faut pas parler. Il ne faut pas agir. Reviens à ta respiration. Parce que la respiration est à toi. Et la respiration, c'est un lien qui peut tirer l'esprit de sérénité, l'esprit de compréhension, l'esprit de sagesse en toi. Et c'est seulement la respiration. Et tu n'as pas besoin de devenir suivre n'importe quelle religion ou n'importe quelle. Mais ça, c'est humain. C'est la respiration. On revient à sa respiration. Et si la personne, totalement, avec l'air qui entre dans les poumons, l'air qui sort des poumons, c'est terrible. Non, on ne pense pas à
passe, qu'on est furieux, on revient à l'air qui entre, qui calme, l'air qui sort, qui refoule les agitations, l'air qui entre, qui calme, et vous restez comme ça, et comme vous ne pouvez pas rester longtemps, parce que si l'autre continue à vous attaquer, on dit pourquoi tu ne peux pas faire ça, etc. Je parlerai plus tard. Et vous sortez et vous faites une marche avec votre respiration. Avec les enfants, il ne faut pas marcher. Méditation, marcher. Hein. Avec les enfants à l'école, vous dites, on va faire une marche avec notre respiration pour calmer nous-mêmes. J'inspire, j'inspire, je me calme, je relâche les tensions, je relâche les irritations. Je dois restaurer le calme en moi pour être clairvoyant, pour être lucide dans ce que je vais faire, dans ce que je vais dire. Je dois dire de telle sorte que l'autre m'écoute et suive ce que j'ai suggéré, mais pas pour hurler et puis il hurle le retour et les deux montent dans l'escalation de la guerre. Donc si je pars pour que l'autre écoute. Et si je suis en colère, je peux dire des paroles qui ne sont pas tellement adroites, suffisamment habiles et adroits pour pouvoir persuader l'autre de faire comme nous. Donc, on sort, on enseigne les enfants, tu peux sortir, faire une marche, je me calme, je relâche. Ou si on ne peut pas marcher, on peut faire un tour. Et voilà, et après cela, quand on est plus calme, quand on marche et on revient à sa respiration comme ça, dans le terme bouddhique, si vous connaissez un peu le bouddhisme, si vous êtes en train de pratiquer le samatha, c'est-à-dire stopper de penser, d'être dispersé, samatha. Et quand nous avons le samatha, c'est-à-dire arrêter d'être dispersé, on a la tranquillité, la sérénité et on peut voir en profondeur. On a le vipassana. Vipassana, c'est regarder en profondeur, c'est tout. Le mot, ça a l'air érudit. Et pourtant, c'est rien, ça veut dire regarder en profondeur. Et Vipassana, il y a plusieurs écoles Vipassana en France. On dit on doit être conscient de ce qu'on fait. C'est très bien, c'est ce que nous avons fait ici. Mais parfois, on pousse un peu à l'extrême de ce qu'on fait. Alors, quand vous vous levez, je suis conscient que je me suis levé. Je suis conscient que je suis en train de lever ma jambe. Je suis conscient que je vais poser ma jambe. Bon. À quoi sert cela? À quoi sert cela? Vous êtes conscient que vous êtes marché au lieu de vous allonger, c'est tout. Mais le fait, c'est d'être en profondeur avec la marche. Ne pas penser à votre colère, pour laisser votre colère décanter, calmer un petit peu, pour laisser votre irritation, parce que vous pensez que c'est simple. On sort avec un t-shirt et pourquoi il aime comme ça? Bon. Et vous êtes en train de essayer de persuader, mais maintenant avec la lucidité, de calme. Et comment pour être calme? On marche pour être calme. On est totalement avec l'inspiration. J'inspire, j'inspire, j'expire. Et quand on est plus calme, on s'assoit et on regarde. Vipassana, on regarde profondément. Oui, dans ma famille, c'est comme ça, mais dans sa famille, c'est un peu différent, oui. Et on essaie de comprendre et on ne perçoit qu'une partie de son comportement. Et au temps du Bouddha, le Bouddha a utilisé des métaphores différentes de nos temps. Mais le Bouddha a dit, par exemple, si tu perçois l'attitude de quelqu'un, tu ne peux que percevoir une partie. Comme si, parce que tu n'es pas tellement éveillé, profond, suffisamment profond pour voir en totalité de l'autre. Quand tu es l'homme
et les femmes ont la capacité de devenir éveillées. Et quand on est totalement éveillé, on peut regarder une personne, on peut voir toute sa présence, tout son passé, tout son futur. Et ça, on est éveillé. Mais tout le monde peut acquérir ça. Pour le moment, on n'a pas encore. On est seulement Bouddha à temps partiel. C'est-à-dire, on est parfois calme, parfois pas calme. Donc, la pratique, et le Bouddha a dit que bon, tu nous perçois d'une personne très vite, comme si tu es un aveugle et tu touches l'oreille de l'éléphant. Et tu dis que l'éléphant est tout plat et molle. Mais l'autre personne a touché le pied la patte de l'éléphant, dit non, non, l'éléphant est comme un pilier. Et une autre personne a touché la queue de l'éléphant. Qu'est-ce que tu dis? L'éléphant, c'est comme une balai. Mais une balai, c'est correct, mais seulement la queue. Et un pilier, c'est correct, mais seulement la patte. Et l'éléphant est plat, molle, mou, c'est correct, mais seulement l'oreille. Et donc, la totalité d'une personne, vous devez avoir plus de temps pour comprendre. Et c'est pas difficile. Vous avez le droit de tomber amoureux seulement la queue et les oreilles de l'éléphant. Mais avec la pratique, vous pouvez découvrir les pattes, vous pouvez découvrir les défenses. Et chaque fois qu'un monstre se défense, il ne faut pas parler. Revenez à votre calme, vous mettre une marche méditative pour être plus calme. Et puis, quand on se sent plus calme, on regarde profondément pourquoi il a fait cela. On n'a pas compris. Alors, il faut lui écrire pour dire que, écoute, j'ai souffert. J'ai souffert parce que ce n'est pas seulement les oreilles de l'éléphant, c'est quelque chose trop dur, trop dur. Une parole qu'il a dit d'une façon trop dure. Une attitude qu'elle a fait d'une façon trop dure pour vous. Et c'est impossible de ne pas montrer votre visage plein de joie. C'est pas facile. Alors il faut écrire. Thay a souvent proposé que vous écrivez un petit morceau de papier et vous dites « Chérie, je souffre, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. » C'est-à-dire, bon, ce qu'il a fait, c'est hors de vous. Et vous avez tellement souffert. Mais vous ne voulez pas montrer votre visage qui rappelle sa belle-mère. Alors, vous posez le petit morceau sur sa table. J'ai souffert. Ou vous faites un SMS. J'ai souffert. Il faut que tu m'aides de ce que tu as fait l'autre jour, etc., etc. Mais ne pas montrer votre visage. Et puis, il a dit, bon, est-ce qu'on peut se voir tout de suite? Non, pas maintenant. Je dois avoir du temps pour me calmer. Est-ce que tu peux regarder profondément ce que tu as fait et qui m'a tellement blessée? Est-ce que tu peux m'expliquer d'une façon claire, correcte, bien? Et je viens écouter, mais pour le moment, je suis hors de moi. Et j'ai besoin de ton aide pour regarder profondément ton acte ou tes paroles. Et puis moi aussi, j'ai besoin du calme. Peut-être on se voit dans 2 jours. Et durant ce temps, vous regardez profondément dans votre famille, c'est comme ça. Dans sa famille, peut-être il vient d'un horizon différent, surtout quand on s'est marié à quelqu'un d'un autre pays. Et même si on est italien et allemand, pour nous, Vietnamiens, vous rappelez, vous ressemblez, mais votre caractère est tellement différent. Parfois, les Allemands sont différents. Donc, c'est la même chose qu'on doit être plus profondément. Et l'autre, là, quand on se rencontre, on dit, bon, je vais garder de ne pas parler, il faut que tu m'expliques de façon gentille, il ne faut pas le dire de façon violente. Bon, il explique. Et quand vous laissez qu'il explique ou qu'elle explique, il ne faut pas interrompre. Il ne faut pas interrompre. Vous êtes choqué de ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire non, c'est pas vrai. C'est l'écoute profonde, parce qu'il vous a blessé. Bon, vous faites l'écoute profonde.
profond et vous prenez note. Hein. Ce qu'il a dit, ça vous éclaire un petit peu, d'accord? Ça vous choque, vous n'êtes pas d'accord, vous notez. Mais il ne faut pas interrompre. Il faut laisser l'autre vider son cœur. Et bon, je te parlerai dans quelques jours. Et donc, durant ces quelques jours, vous vous calmez, vous regardez en profondeur vous-même ce qu'il a expliqué. Ça a l'air bien, mais il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Alors, la prochaine fois, c'est vous qui parlez. Bon, maintenant, tu m'écoutes. Hein? Il faut me laisser. Mais bon, vous appréciez ce que vous venez d'apprendre, ce qu'il a partagé. Et l'autre partie, vous dites, cependant, il y a cette partie qui ne coule pas dans mes oreilles. Peut-être il y a quelque chose plus profond dans ta famille ou dans ton éducation que j'aimerais savoir mieux. Et quand vous demandez d'une façon très humble, surtout quand on pose la question à l'autre, qu'il vous a blessé, il ne faut pas condamner. Il ne faut pas utiliser des mots violents pour condamner. Parce que parfois, ils ont des blessures très profondes, il ne vous a pas révélé. Et puis, si vous n'êtes pas conscient, vous risquez de faire éclater une blessure déjà longtemps. Il y a un jeune homme qui a déclaré à une femme « Je t'aime ». Et elle n'a pas répondu. Et puis il se sent très blessé. Vous savez, chaque personne, c'est un monde différent. Il faut faire très attention. Elle n'a pas compris. Je t'aime. Mais elle n'a pas dit, oh oui, je t'aime. Il attend qu'elle a dit, oui, je t'aime aussi. Mais elle a dit que c'est trop nouveau. Peut-être, je dois regarder profondément. Mais elle n'a pas osé exprimer, oh merci, je vais regarder profondément. Si elle dit comme ça, c'est mieux. Mais elle n'a rien dit. Et lui, elle est très blessée. Et plus tard, qu'il a révélé qu'il a eu une très grande blessure, etc. Très compliqué. Donc, quand l'autre ne vous répond pas, ou quand vous répond, et ça vous choque, il ne faut pas dire tout de suite, il faut tout simplement dire « Merci d'avoir exprimé cela, je regarde un peu plus profondément. » Et seulement comme ça qu'on ouvre le cœur de l'autre. Il y a des personnes, la dernière fois, j'ai partagé en anglais un petit peu de cela. Quelqu'un a dit, mais sœur, vous avez l'air de conseiller qu'on ne se sépare pas, parce qu'il y a des personnes qui sont terribles, et je dois rester tout le temps à dénouer mes difficultés avec lui. J'ai dit, bon, pour être beau, pour être belle, on doit faire la paix. Même si vous ne décidez pas de rester avec elle pour de bon, avec lui pour de bon, quand même on doit faire la paix, on doit comprendre l'autre. Et même si on ne reste pas, quand même j'ai compris que tu as besoin de cela, mais je suis née d'une éducation différente. Peut-être on peut garder l'amitié, mais pas rester comme époux, épouse. Mais je ne vous conseille pas de rester pour de bon avec celui qui vous blesse tout le temps. Hein. C'est l'explication de la pratique ici. On dénoue les difficultés avec délicatesse, avec dignité, avec humilité. Parce qu'on est très ignorant du monde de l'autre. Vous êtes très ignorant du monde de l'autre, même si vous êtes français tous les deux, même vous êtes nés tous au Languedoc, et pourtant votre famille est tellement différente que l'autre famille languedocienne. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes au courant de tout. Et il y a des mondes à découvrir et avec humilité. Voilà. Donc avec les enfants dans la classe, c'est la même chose. Vous regardez, il y a des enfants très turbulents, ça a l'air méchant. Et puis il y a des enfants qui sont dociles. Et vous aimez seulement les dociles, les plus gentils, et vous n'aimez pas les turbulents. Et pourtant, avec ces garçons ou ces filles qui a l'air difficile, ils peuvent contenir des trésors. Si vous arrivez à démasquer la partie difficile en lui ou en elle, vous pouvez découvrir en un trésor ou en lui un trésor.
Et je propose dans la classe, vous essayez d'être un enseignant correct, mais vous regardez profondément dans chaque enfant. Il y a celui-ci, ça a l'air difficile, il est toujours perdu. L'autre est comme un bon enseignant. Si vous avez un cœur de générosité d'une personne éveillée, vous pouvez transformer votre classe en une deuxième famille pour les enfants. Et une deuxième famille pour les enfants. Avec les autres, ça va à la récréation, mais vous dites, avec Jean-Luc, est-ce que tu peux rester avec moi? Seulement un par un. Jean-Luc, quand j'ai expliqué, tu es toujours égaré. Actuellement, moi et toi, je suis là pour toi. Je suis ton enseignant, ton instituteur, mais je suis aussi un copain. Est-ce que tu peux partager avec moi ce qui est très profond dans ton cœur? Et tu as l'air de totalement ignorer ce que j'ai expliqué. Peut-être il y a quelque chose de très profond dans ton cœur que je n'ai pas compris. Et peut-être il vous a regardé. Il peut avoir des larmes. Oui, c'est vrai, ce matin, papa a frappé maman et je ne sais pas comment faire. Et je sais que si je frappe papa, il est trop fort. Je n'arrive pas à arrêter cela et je ne sais pas comment faire. Il a pleuré. Et puis, bien sûr, comme institutrice ou instituteur, vous pouvez trouver une solution, j'en sais rien, mais vous êtes déjà quelqu'un qui écoute. Vous êtes déjà une bodhisattva, une personne éveillée qui écoute et qui fait que le cœur du petit est moins malheureux. Et après ça, bon, on discutera plus tard. Mais quand le prochain cours, tu dois être plus attentif parce que tu dois grandir, tu dois avoir de bonnes notes. Bon, on l'encourage. Et c'est comme ça. Et puis on va proposer à la classe, on observe nos amis chaque fin de la semaine. On va apprécier mutuellement. Et bien, chacun, toi, qu'est-ce que tu vas apprécier? Donc, on doit trouver c'est un travail de maison. Hein. Et j'ai vu qu'à la fin de la classe, il y a Emmanuel qui est très gentil. Merci. Et puis, à vous. Bon, elle va raconter. Et c'est très bien, ça lie les enfants entre eux. On exprime seulement ce qu'on aime. Et déjà, le groupe de la pleine conscience à l'université, une demi-journée le samedi, ils ont déjà lié beaucoup d'amitié grâce à l'appréciation réciproque. Donc vous pouvez déjà lier les enfants les uns aux autres, liez-vous avec les enfants. Avant de venir ici, j'ai salué Thay pour voir s'il a bien dormi ce matin. Et il a dit, est-ce que tu vas parler aujourd'hui? Il faut partager les mantras du village des Pruniers. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà lu. Est-ce que ceux qui ne sont pas sur les mantras du village, levez vos mains? Pas mal. Donc je vais te partager quand même. Mantra, c'est un terme bouddhique, magique. Si vous récitez ce mantra, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, et il y a des personnes qui suivent le bouddhisme tibétain, on pensait, ça dépend des maîtres, hein, pas tous les maîtres tibétains comme ça, mais ils ont dit, si tu peux réciter Mani Padme Hum 10 000 fois, tu auras le pouvoir très fort de faire, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui sont venues comme ça. Et Thay a dit, est-ce qu'au village de Pruniers, il y a des mantras? Thay a dit, oui, nous avons. Mais notre mantra, c'est en français. C'est pas besoin, ou en vietnamien, ou en anglais, ou en italien, ça dépend de votre pays. Et mantra, ça veut dire une formule magique. Quand on prononce cela, ça change la situation d'une façon drastique, très, très claire, spectaculaire. Et c'est pas Om Mani Padme Hum. Mais pour prononcer cette formule magique, il faut que tu sois concentré. Donc reviens à ton souffle.
je me calme, je relâche, je détends, je suis libre de toutes ces agitations dans ma tête, je suis bien dans ma peau, je suis bien concentré dans le moment présent. Et maintenant, vous approchez la personne que vous aimez et vous dites: chérie, peut-être votre fils ou votre fille, ou votre mari, ou votre femme, chérie. Je suis là pour toi. Je suis totalement avec toi. Mon esprit n'est pas à l'école, ni aux devoirs de maison que je dois corriger, ni à ce que... Mais je suis totalement 100% pour toi. Et vous regardez profondément dans les yeux que l'autre, la personne que vous aimez, peut-être votre copine, copain, ou votre fille, ou votre fils. Parce que papa aime beaucoup les enfants, maman aime beaucoup, mais elle a rarement dit ça. Mais si maman peut tenir la main de sa fille, ma fille, sais-tu que je t'aime? Et on regarde en profond, je suis là pour toi. Totalement là pour toi. C'est le premier mantra. Et le deuxième mantra, c'est le réciproque de le premier, c'est-à-dire je suis très conscient que tu es ma fille ou que tu es mon copain. Je suis très heureux. Je suis conscient que tu es là et je suis très heureuse. Donc 2 mantras, mais ça fait 1. Le premier, c'est montrer votre totale présence en toute totalité. Et avec l'autre, vous reconnaissez sa présence en toute totalité. Je sais que tu es là et j'en suis très heureux. Oh, bien sûr, après ça, vous pouvez ajouter quelques mots. Oh, j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré et que tu as transformé ma vie, quelque chose comme ça. Mais je suis là pour toi et je suis très conscient que tu es là. C'est merveilleux. La deuxième mantra. Parfois, papa est trop occupé. Il revient à la maison, mais son esprit est dans son bureau. Son esprit avec les gens d'affaires qui va téléphoner. Il reste devant la table avec la nourriture bien préparée, mais son esprit, le téléphone. C'est toujours comme ça. Et l'enfant et sa femme n'ont pas l'air d'être avec lui. Parce que son esprit est dans les affaires. Son esprit. Et donc la petite fille la plus aimée ou le petit garçon le plus aimé peut venir frapper à l'épaule de papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? C'est-à-dire, est-ce que papa est à sa propre maison, à son corps et à son esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison pour ramener papa à sa maison, c'est-à-dire à sa femme, à ses enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Donc ça, c'est le premier mantra et le deuxième mantra, reconnaissant de la présence de l'autre. Troisième mantra. Parfois, on sait que votre partenaire a des problèmes très difficiles dans son bureau et vous n'avez pas pouvoir aider. Alors, vous venez pour lui dire, je sais que tu souffres. Ou bien elle vient de perdre son papa ou sa maman chérie. Je sais que tu souffres. Et c'est pourquoi je suis là pour toi. Et avec les enfants, vous pouvez enseigner vos enfants, les élèves de votre classe. Si tu sais que tes parents sont en train de disputer et que tu es trop jeune, et si tu dis papa est correct, ou maman il ne veut pas, alors il faut venir pour embrasser papa et dire « Papa, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. » Et tu tournes à maman « Maman, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. » Déjà, en faisant cela, les parents sentent. Il doit s'arrêter à se quereller. Donc, on peut déjà enseigner les enfants de faire ça. Mais un petit truc hors de la classe, avant de sortir
La sonnerie de la récréation, vous pouvez dire un petit peu de ça, pas trop. Vous enseignez le français, vous enseignez le français, vous enseignez les maths, vous enseignez les maths. Mais on fait des petites choses là. Et arroser les fleurs, on peut le faire pour votre classe. Et donc, je sais que tu souffres. Et je suis là pour toi. Je ne sais pas comment faire pour arrêter tes souffrances, mais je suis là, totalement présent pour toi. Et c'est déjà beaucoup. Et le 4e mantra, c'est plus difficile. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, parfois, on a souffert à cause de l'autre. L'autre a dit des choses pas gentilles ou a fait des choses pas gentilles. Mais on ne peut pas rendre les relations brouillées. Mais on doit revenir pour dire, chérie, je souffre. Il faut que tu m'aides. 4e mantra. Chérie, je souffre, il faut que tu m'aides. Ou maman, je souffre, il faut que tu m'aides. Ou papa, je souffre, il faut que tu m'aides. Et dites-le humblement. J'ai pensé que tu feras comme ça et tu fais tellement différent. Et ça m'a choqué et ça m'a blessé. Il faut que tu m'aides. Et on dit d'une façon très humble. Et l'autre va ouvrir son cœur. Mais si vous dites que tu as fait comme ça, c'est terrible, et vous allez faire toutes sortes de jugements, parfois ça rend son cœur fermé. Et il garde le silence. Et il est devenu un mur. Quand vous rentrez à la maison, il ne vous regarde plus, il regarde la télévision. Et quand c'est l'heure de manger, bon, tout le monde vient, il vient manger. Il s'en va. Il est comme un mur. Et donc, il faut approcher gentiment, humblement. Je souffre. Papa de mes enfants, il faut que tu m'aides. Pourquoi tu es si fermé? Peut-être j'ai par maladresse fait quelque chose qui t'a fait souffrir. Si vous posez la question d'une façon très humble, mais la humilité, ce n'est pas une qualité, c'est un devoir. Parce que pour ouvrir le cœur de l'autre et savoir tout son monde, que vous êtes ignorant, il faut être humble. Comment vous pouvez avoir la clé pour ouvrir? Donc, il faut être humble. C'est un devoir, être humble pour pouvoir ouvrir le cœur et tout le monde qui a caché son comportement. Et si vous avez posé la question d'une façon gentille, il peut ouvrir son cœur, il peut dire ceci, ceci, ceci. Et quand il a dit, il ne faut pas l'interrompre. Écouter, c'est pour ne pas interrompre. Et quand il dit d'une façon incorrecte, vous ne dites rien. Il a dit, c'est toi qui avais ceci. C'est pas vrai. Mais on a dit, non, c'est pas vrai. Non, je prends note, et je le dirai plus tard. Et laissez-le parler de tout ce qu'il a dans son cœur. Ça, c'est le 4e mantra. Il faut que tu m'aides. Parce que j'ai souffert de ce que tu as fait et je n'ai pas compris. J'ai souffert parce que j'ai cru que l'éléphant est plat. Et maintenant, l'éléphant est comme un balai. Je ne peux pas comprendre. Et pourtant, il y a une raison d'être de ce balai. Donc, ce qu'il s'est comporté, il y a une raison d'être. Il a des blessures anciennes dans le passé. Et qu'il a poussé de faire ceci, cela. Ça a l'air comme un avare. Parfois, vous jetez un morceau de pain, un sandwich que vous avez mangé 2/3 déjà, il y a un petit morceau de pain, vous jetez dans la poubelle et l'autre a essayé de rattraper, il ne peut pas rattraper. Il vous a regardé comme un voleur. Et pourtant, le sandwich de 5 €, et il vous a donné, et vous avez jeté un petit peu, et vous pensez qu'il est un avare. Mais si vous avez l'occasion de réciter le 4e, je souffre, il faut que tu m'aides.
pourquoi l'autre jour, quand j'ai jeté un bout de pain sans sauce, sans pâté, et tu m'as regardé comme je t'ai volé. Et ça doit avoir une raison que je ne savais pas. Et dans ce cas, vous le dites, et il a dit, oui, tu sais, je suis bien placée maintenant, j'ai toute une propriété, j'ai toute une chaîne de propriété, mais il y a des moments où j'étais trop têtue et mes parents m'ont poussée hors de la maison. Ils n'ont pas loué, ils ont coupé le paiement de mon appartement, donc j'étais toute seule dans la rue. Et j'ai même pas 50 centimes pour acheter un morceau de pain pour manger. Et j'ai rêvé, et je suis bien portant, je ne peux pas mendier comme ça. Et je ne peux pas voler non plus. Et j'ai pris mon guitare pour jouer. Et je souhaite qu'on me jette un petit jeton, personne ne jette. Et j'ai tellement... Et je sais que 50 centimes, c'est pas beaucoup. Mais si quelqu'un me donne 50 centimes, m'a pas sauvé. Et ce soir-là, j'ai dormi tout, avoir faim. Et donc, j'ai fait un vœu que je ne jette jamais, même un petit morceau de pain. Et depuis, j'ai dépensé bien mon argent. J'ai donné beaucoup d'argent à des gens qui n'ont pas un emploi ou trouvé un travail. Mais je compte mes sous comme il faut pour vraiment aider quelqu'un, mais pas jeter dans le passé. Mes parents ont payé le loyer, mes parents ont fait ceci, j'ai fait comme j'ai vu. Mais quand ils ont tous coupé, je suis mis dans la rue. Et tout doucement, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un petit travail de plongeur dans un restaurant. Et tout doucement, j'ai obtenu ceci, j'ai gagné mon diplôme, j'ai gagné mon emploi, maintenant je suis bien. Donc, il y a des blessures dans son cœur qu'il ne faut pas pousser d'une façon dont vous devez être très humble de ce qu'il s'est comporté et ne pas apporter un jugement trop vite pour cela. Dans les 4 mantras, là, il y a un 5e mantra. 5e mantra que Thầy vient. C'est un moment merveilleux. Il n'y a rien, mais pour moi, je peux réciter ce mantra. C'est un moment merveilleux. On a 750 personnes ici est venues pour venir à faire quelque chose de bien pour le futur. On doit chercher des outils pour pouvoir mener à bien sa vie pour ses proches, pour ses enfants, pour ses étudiants, pour ses élèves. C'est rare. On part, il y a d'accidents de voiture ici, il y a un vol là-bas, mais on ne part pas de ceci. 750 personnes sont venues pour chercher à trouver quelque chose de merveilleux dans la vie, d'être plus digne, plus beau, plus serviable pour la vie. Oui, on peut aider la vie. Bon, maintenant, je vous laisse poser la question, mais avant cela, j'aimerais parler des 4 éléments de l'amour. Parce que dans le bouddhisme, aimer, c'est beaucoup plus profond. Ce n'est pas un acte sexuel. Un acte sexuel, ce n'est pas amour. L'acte sexuel, je ne suis pas contre, je suis célibataire, mais je ne suis pas contre. L'acte sexuel doit être le dernier goutte d'un amour total, profond. Et on ne fait pas un acte comme ça à la légère. Parce qu'un acte comme ça, sans dire la science qui a inventé des contraceptifs et tout ça, mais un acte comme ça va donner un effet très profond. C'est l'évolution de l'espèce. L'évolution de l'espèce des chevaux, l'espèce des chiens, des chats, des humains. Et cet acte est très important. Et on ne peut pas le prendre à la légère. Et dans le bouddhisme, nous avons parlé des 4 éléments de l'amour. Et si vous avez ces 4 éléments, avoir un sexe, des relations sexuelles ou non, vous serez toujours sentir complet. Premier élément, c'est Maitri, ça veut dire
la bonté aimante. La bonté aimante, c'est on est toujours essayé d'offrir à l'autre ce qui le plaît le plus. Ne pas offrir à l'autre ce qui ne le plaît pas. Parce qu'il y a une maman aime beaucoup cette robe rouge dans la vitrine de la ville. Peut-être quand elle était adolescente, elle a rêvé d'avoir une robe de danse rouge comme ça. Mais c'est trop cher, 250 €. Et elle a pensé qu'à sa fille, qui est aussi belle qu'elle quand elle était jeune. Et si sa fille porte cette robe rouge, élégante, pour aller au bal, elle sera la fée, la princesse du bal. Donc elle a fait des économies, elle a acheté la robe très belle. Et l'anniversaire de sa fille, elle a offert la robe. Et en attendant qu'elle a... Oh, merci maman. Et la fille, elle... Ça c'est pour toi maman, pas pour moi. Elle a jeté. Et je t'ai sollicité de me donner un complet de jeans. Avec le haut aussi, c'est très joli. Toutes mes amies de la classe, ils ont un complet de jeans, sauf moi. Et toi, tu fais cette robe, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Donc la maman est très frustrée, très malheureuse. Et la fille est très malheureuse parce que vous donnez ce que l'autre n'aime pas. Si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, votre partenaire, votre copine, copain, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie? Dis-le-moi. J'aimerais parler. Si c'est un plat, tu aimes quoi? Parfois, vous aimez le pizza, mais lui, il aime autre chose. Donc, il faut préparer les plats qu'il aime et qu'elle aime aussi. Donc, on aime quelqu'un, on doit offrir ce que l'autre aime, ne pas offrir ce que vous aimez. Là, ça, c'est loving kindness, bonté aimante. On offre ce que l'autre a tellement espéré. Peut-être l'autre n'a pas beaucoup espéré. Si tu veux venir un week-end seulement au village et prier avec moi, ça va, bon, je veux bien, quelque chose comme ça. Ou bien des choses qu'on aime. Deuxième, c'est karuna. Karuna, c'est-à-dire la compassion, enlever les souffrances. Enlever les souffrances. On peut réciter les mantras. Bon, je sais que tu souffres avec ta maman, je suis là pour toi. Et vous écoutez ce qu'elle se plaigne de sa maman ou de son patron. Et vous écoutez tous, et vous pouvez suggérer quelque chose pour qu'elle puisse dénouer ses difficultés avec sa maman ou avec son patron. Ou avec... Bon, on enlève la souffrance. Donc, premier élément, c'est karuna, maitri. Maitri, c'est être vraiment ami et offrir. Le deuxième, c'est karuna, c'est-à-dire enlever la souffrance, compassion. Troisièmement, c'est mudita. Maitri. J'ai essayé d'éviter les termes bouddhiques et je vous donne plein de termes bouddhiques, c'est pas bien. Non. Non, on offre ce que l'autre souhaite avoir. On n'offre pas ce que nous aimons. Car on a enlevé les souffrances, écouté profondément ce qu'il a des difficultés. Mudita, c'est quand on commence à disputer un peu. Non. Notre rencontre, c'est pour être heureux. C'est pas pour disputer trop. Bon, on laisse à côté et vous créez une atmosphère de joie tout le temps. Avec l'autre, avec la famille. Quand vous rentrez, vous pratiquez les 4 éléments de l'amour.
dans le bouddhisme, avec votre famille, on parle on offre ce que son fils a aimé, son mari a aimé, le repas du soir, etc. Et la deuxième, c'est enlever la souffrance, on écoute ce que tu as difficulté dans ton école. Fiston, est-ce que tu peux me raconter? Ou ma fille, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? On écoute. Et mudita, on crée de l'atmosphère de joie dans la famille. Et upecha, c'est-à-dire, on doit être totalement avec l'autre. Par exemple, si votre mari aime le tennis et vous n'aimez pas, dites-moi, pourquoi tu aimes le tennis? Raconte-moi. C'est ce que j'ai appris. Je n'ai pas un mari comme ça, mais j'ai vécu en communauté. Et autant, c'était en 1975 ou 1976. Il y a des amis qui aiment beaucoup Yon Bon, qui jouent le tennis très bien. Et j'ai dit, pourquoi vous cognez votre yeux sur la télévision tout le temps avec ça? Ils ont dit, c'est très bien, il m'a expliqué comment on fait un coup de revers, un coup de 3. C'est pas mal. Bon, j'aime aussi le tennis. Donc, il faut persuader l'autre à aimer ce que vous aimez. Si vous aimez passer votre vacances en mer, il faut expliquer de telle sorte qu'il l'aime, qu'elle l'aime. Et si vous aimez faire une randonnée en montagne, il faut expliquer quand on marche et on voit une vue panoramique, c'est formidable, de telle sorte qu'il aime. Et il ne faut pas laisser que... Il y a un couple sur le point d'être divorcé et grâce à Thaï, finalement. Parce que lui, il aime le bouddhisme. Mais elle aime le jeûne de santé. Et elle donne des cours de jeûne de santé. Et lui, il aime le bouddhisme. Et Upecha, on pratique Upecha, c'est-à-dire je le respecte de faire son bouddhisme. Et il me respecte de faire mon jeûne. Et puis, quand il a rencontré Thaï, bon, ce n'est pas le bouddhisme normal, il ne boit plus, il est plus végétarien, il n'est pas totalement végétarien et forcer sa femme, mais il est plus végétarien, il ne mange plus de viande, il ne mange plus de... Et puis, sa femme n'est pas contente. Et il y a une autre personne qui aime beaucoup. Et donc, il est sur le point de se séparer. Et comme il est très riche, il a beaucoup de compagnies. Et je dis, ce moine vietnamien, il veut persuader notre patron de devenir bouddhiste de sa manière et prendre l'argent pour les enfants qui ont faim au Vietnam et tout ça. Bon, ils ont peur. Mais parce que lui, il organise une retraite pour Thaï. Et sa femme s'en fout. Mais cette nouvelle amie l'a beaucoup aidé à trouver une place, à trouver... Ils ont discuté comme deux copains, copines. Et ils ont dit qu'après cette retraite, on va se divorcer, je vais marier. Et ça, c'est en Occident, c'est comme ça, on est libre. Et Thaï a dit, il faut que tu invites sa femme de venir. J'ai téléphoné, j'ai essayé de chercher son adresse. J'ai invité sa femme de venir à la retraite. Et à la retraite, et Thaï a parlé de, on doit comprendre l'aspiration profonde de son mari. Et le mari doit comprendre l'aspiration de sa femme. Si sa femme partage les retraites pour le jeune, vous devez participer aussi, monsieur. Et si le mari aime les retraites de pleine conscience, vous devez participer aussi. Parce que vous devez être vraiment dans l'enseignement du Bouddha. Maitri, ça veut dire ami. Ami. On appelle, je ne sais pas comment en français, soulmate. Comment on dit en français? Âme sœur, âme sœur. On doit être âme sœur, âme frère. On ne doit pas... Bon, toi, tu as ton business, moi, j'ai mon business. Alors, elle a participé. Et elle a vu que l'enseignement, c'est vraiment profond. C'est vraiment bien. Elle aime beaucoup. Et à la fin de la retraite,
Thay fait semblant comme il ne sait pas qu'il y a cette séparation. Il a dit, maintenant les hommes et les femmes qui ont leurs maris et leurs femmes ou leurs enfants vont faire une méditation de l'étreinte. Méditation de l'étreinte, je vais partager pour vous ce qui vient d'arriver. Méditation de l'étreinte, c'est-à-dire on ne va pas embrasser l'autre et faire... Oh. Ça dépend des pays. Il y a des pays où on fait 2, des pays où on fait 3, il y a des pays où on fait 4, mais on le fait d'une façon trop vite et trop automatique. Ce n'est pas vraiment une étreinte. Et il faut regarder l'autre. Il ne faut pas ouvrir les bras. C'est la maman de mes enfants. Oh, elle a passé 20 ans avec moi. Elle a passé des moments très difficiles avec moi. Même si j'étais en tas de difficultés, elle est toujours là avec moi. Même si elle... Et il y a des moments où notre fils est sur le point de mourir. Et nous deux, nous avons... Et ton regard, dans un flash, cette personne merveilleuse est là devant moi. Et on ouvre les bras. J'inspire. Comme c'est merveilleux qu'elle est encore vivante dans mes bras. J'expire comme c'est merveilleux qu'elle est encore vivante. Si quelque chose arrive à elle, je serai terriblement triste. Si quelque chose arrive à moi, elle sera aussi terriblement triste. Et quand on embrasse comme ça, c'est vraiment une communion de 2 corps et de 2 esprits. C'est pas seulement un acte. Et Thay a dit que c'est le fruit de... Parce que il a dit que en Occident, en Occident, non, en Orient, on fait le thé. Et le thé est cueilli dans la montagne et séché d'une façon avec art. Et puis on fait le thé d'une façon très délicate et on met une tasse de thé. Mais en Occident, avec l'esprit pratique de l'Occident, on fait tea bag. Thé en sachet. Et c'est bien. Parfois, à Taïwan, ils ont fait des thés en sachet excellents aux lentilles. C'est aussi très bon. Et Thay a dit, c'est Est-Ouest en harmonie. Alors, la méditation de l'étreinte, c'est Est-Ouest en harmonie. Il faut que vous amenez la sagesse de la méditation pour faire une méditation de l'étreinte à votre bien-aimé. Et il y a un monsieur, un psychothérapeute, qui est rentré de la retraite avec Thay. Et en descendant l'avion, il regarde sa femme, pas ouvrir ses bras. Et un flash d'appréciation, il a ouvert ses bras, il a étreint sa femme d'une façon très profonde. Elle a des larmes aux yeux. Pourquoi tu m'as étreinte comme ça? Qui t'a enseigné? Une femme t'a enseigné à étreindre de cette manière. Et le monsieur a dit, un moine. Un moine bouddhiste. Ah, dans ce cas, quel est ton nom? Où est-il? Bon, elle s'est enregistrée à la prochaine retraite à Washington parce qu'elle revient de Colorado pour Chicago, c'est sa ville. Et puis elle s'est enregistrée à Washington et à la méditation de thé, elle a raconté l'histoire. Là, je suis venue parce que mon mari m'a étreigné d'une façon excellente. Et jamais, depuis 30 ans qu'on s'est mariés, il ne m'a jamais étreint de cette manière. Dans la méditation de l'étreinte, et on peut le faire dans beaucoup de cas. J'ai pu réconcilier des couples qui sont très violents, méchants les uns contre les autres, et ça marche. Donc, avec les enfants, vous pouvez enseigner aux enfants de le faire aussi. La méditation de l'étreinte. Tu peux regarder maman et à l'assaut. À l'assaut. Très dur. Il y a des jeunes qui m'ont rapporté. Maman, toujours très occupée, toujours en train de respecter, de corriger, jamais. Et un jour, je ne peux pas l'arrêter quand elle part. Alors, j'ai fait une sorte d'assaut. Elle vient de sortir de la sando.
Je l'ai embrassé. Et par le dos. Maman, je t'aime. Et mon frère aussi t'a aimé. Et ma soeur aussi. Mais tu te plains que mon frère n'a pas assez t'aimer. Ah, mais bon, il a expliqué tout en à l'assaut, étreindre maman pour dire maman, écoutez. Elle a pleuré. Et finalement, ça marche. Donc ça dépend de votre sagesse et de votre... Vous devez adapter avec les situations. Il ne faut pas faire comme moi. Et puis, surtout, si vous revenez au village et puis vous dites, vous regardez votre femme et vous dites, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu n'es pas fou. Parce qu'au village, j'ai pris moi et ma sœur à voix de Cétrane. Moi, je la regarde et je la salue. Elle m'a salué et puis on ouvre les bras et on embrasse. Et ça, c'est entre les deux moines ou deux moignanes. Mais on ne le fait pas avec sa femme qui ne connaît rien. Et les enfants peuvent faire étreindre leurs parents à l'assaut, comme ça, par derrière. Et maman, tu es formidable. Chaque fois que tu hurles avec papa, tu n'es pas jolie, maman. Quelque chose comme ça. Tu peux plus calme, tu peux expliquer plus calmement, tendrement avec papa. On dit très vite, les enfants ne donnent pas trop long serment, hein, très court. Voilà, c'est ce que j'ai à partager. Et si vous avez des questions à poser, je suis prête à vous répondre dans un quart d'heure. Vous pensez, et prenez xin quý cho cái microphone để truyền tới. Dans l'attente, je vais brièvement expliquer. Souvent, on a un corps et l'esprit, c'est tout ce tard. Mais dans l'esprit, il y a deux parties. La partie profonde qui emmagasine toutes les semences, les qualités, les talents de nos parents, mais aussi leurs défauts. Et il y a aussi les semences nouvellement implantées en vous. Par exemple, quand avec vos yeux, vous avez vu ma robe brune, et vous avez vu au village Éprougnée, on est tout en brun, et puis les sœurs ont mis les échappes comme ça. Et quand vous rencontrez à Paris, vous savez que c'est du village Éprougnée, parce que vous avez l'expérience ici qui sort. Et puis c'est ça qui... Mais dans cette partie haute, il y a, quand ils sont dans la partie profonde, on appelle semence. Mais quand ils montent dans la partie supérieure, on appelle une formation mentale. C'est-à-dire un état d'esprit. Et vous êtes en colère, c'est un esprit d'esprit. Vous êtes amoureux, un état d'esprit. Vous êtes jaloux, un état d'esprit. Vous avez ceci, cela, donc 51 états d'esprit différents. Et pour aider les pratiquants de mieux gérer leurs états mentaux, on a divisé une partie de ceci, appelle sensation. Sensation est pour aider les pratiquants, et les autres maîtres nous ont dit que si vous avez des sensations de joie, il faut garder le plus long possible. Quelqu'un a parlé de choses merveilleuses, formidables, regardez. Et si quelqu'un, durant cette conversation, a dit quelque chose de pas tellement agréable, critiquant d'une façon pas gentille aux autres, on laisse poser, on laisse retourner au magasin. Mais on ne parle que les choses de joyeux. On dit que, bon, ce que tu as dit, pas très bien, on peut le parler un autre jour, séparément entre toi et moi, mais pas devant 4 ou 5 personnes ou un grand nombre de personnes. Et donc, on sélecte les sensations joyeuses pour garder et les sensations pas agréables pour laisser dormir de nouveau dans la conscience profonde, tout en essayant de faire monter et discuter en profondeur plus tard, dans un endroit différent. Et c'est la perception que je vous ai dit tout à l'heure qui est très grave. Si vous avez perçu seulement une personne avec les yeux bleus et les cheveux blonds, et vous pensez que c'est l'homme que vous avez attendu toute votre vie, et c'est seulement une expérience vécue. À cause de cette perception, vous avez
perçu un homme et vous imaginez toutes les qualités d'un homme que vous allez aimer alors qu'il a seulement les cheveux blonds et les yeux bleus. Mais il n'a pas toutes ces qualités-là. Et on se jette à lui et finalement, on le voit aller en prison parce que ce monsieur, c'est une vraie histoire, ce monsieur va en prison parce qu'il a triché avec elle, il a triché avec les autres filles. Et finalement, quand elle a redécouvert, on vient de l'arrêter. Donc on peut se jeter sur... Donc on doit être plus... Et on peut découvrir lui avec le numéro 1, numéro 3, numéro 6. Et quand il s'est comporté du numéro 8, il faut réciter le mantra numéro 4 disant que je suis là, j'ai souffert, il faut que tu m'aides. Pourquoi tu t'es comporté de cette manière? Et quand vous posez la question, il peut se comporter, vous souhaitez qu'il se comporte comme ça, comme numéro 8, mais il s'est comporté d'une façon D. Alors, on accepte. 8D. C'est-à-dire, vous aimez aller en montagne, lui, il aimait en mer. Finalement, on accepte montagne, mer. C'est-à-dire, une semaine en montagne, une semaine en mer. Ça va. Donc, on accepte 8D au lieu de forcer lui de devenir seulement numéro 8, montagne seulement avec vous, ou seulement en mer avec vous. Donc, on accepte 8D, et puis vous souhaitez qu'il se comporte comme numéro 10. Quand vous aimez ceci, manger, il y a des couples, des choses très simples, mais on peut être fâché pour rien. Elle est italienne, elle fait de très bons plats italiens, et chaque fois qu'il les rencontre, elle fait de bons plats, elle a dit excellent. Et quand ils ont se mariés, le matin c'est spaghetti, le soir c'est la pâte, demain c'est lasagna. On n'a même pas les patates à manger. Parce que lui, il est allemand, il mange plus de patates. Et donc, il attend les patates, vous avez offert les spaghettis. Il attend les patates, numéro F, donc on fait 10F, c'est-à-dire patates, spaghettis. Donc on accepte et on fait une... Donc on peut tomber amoureux de quelqu'un comme ça, mais finalement on accepte tel qu'il est, tout en combinant tous les deux. Comprendre pourquoi elle aime ça, pourquoi vous aimez ça, pour que les deux acceptent. Et comme c'est très important les perceptions, parce qu'on perçoit seulement une partie de lui, donc on doit être ample pour comprendre l'autre partie qu'on n'a pas compris. Alors que la totalité des formations mentales, c'est 51 états mentaux. Et sensation, c'est un état mental, une formation. Perception, une autre formation, une formation mentale. Donc 51 moins 2, ça fait 49. 49 autres formations mentales. Et ici, c'est comme ici, c'est-à-dire les expériences vécues de vos parents, et puis son propre expérience, A, B, C, 4, donc on combine les deux sagesses pour être heureux et en harmonie. Et donc, il n'y a rien de compliqué. Et pour avoir toutes ces semences-là, on traverse les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le toucher, le corps. Maintenant, ce sont les questions. Ou bien, pour sauver le temps, vous pouvez venir, quelques questions, vous venez tous ici. Et... Quelques recettes à vous conseiller. On peut déjà, en classe, on regarde, vous êtes une institutrice, 25 élèves que j'ai. Vous arrosez toutes les fleurs. Tu as l'air très attentif, tu as l'air très... On essaie de arroser un petit peu pour trouver, et on peut aussi, je ne sais pas, mais trouver une sorte qui arrose la joie des autres.
On est une classe comme il faut. Je tiens que nous serons une petite famille. Et non seulement une classe, mais je suis ton institutrice, mais je suis aussi une amie de la classe. Il ne faut pas considérer que je suis trop haut, je suis au même niveau que vous tous. Et j'aimerais écouter, si vous avez des difficultés, vous pouvez me demander une petite rencontre pour 5 minutes ou 10 minutes à la récréation pour que je puisse t'écouter. Il faut créer tout de suite l'atmosphère amicale. L'atmosphère amicale et dire qu'il ne faut pas considérer que je suis trop haut, je suis comme vous. Hein. J'ai aussi des peurs, mais grâce à l'entraînement, je peux gérer ma peur, je peux gérer mes difficultés. Et donc, on peut être ensemble comme une petite famille. Il y a, je ne sais pas si souvent d'entre vous ont entendu cette histoire. Il y a un enseignant du Canada qui est rentré du village de Prunier et normalement il était un professeur de maths très calé. Mais il marche comme un militaire. Et il va au tableau, il efface. Mais après un mois au village de Prunier, il est rentré, il marche calmement. Et les enfants de ces classes l'ont beaucoup aimé. Ils ont dit, papa, es-tu malade? Il a dit, non, je fais la pleine conscience. C'est-à-dire, je marche plus calmement, je me calme, je relâche les tensions. J'efface le tableau calmement. Et tu sais, notre tendance est toujours pas calme. Alors, il faut des astuces pour nous rappeler. Par exemple, au village des Pruniers, ils ont la cloche, ou bien il y a le téléphone qui sonne. Mais ici en classe, on ne laisse pas les téléphones sonner comme ça. Alors, je vais proposer comme ceci. Si dans 10 minutes, il y a à tour de rôle, hein, aujourd'hui c'est toi, demain c'est elle, demain c'est elle, demain c'est lui. Vous regardez votre monde et j'explique, je donne des explications. Et chaque 10 minutes, vous faites... Et donc, tous les élèves posent leurs plumes. Et moi aussi. Et on inspire, on se calme. On expire, on relâche les tensions. Pour ramener notre esprit au moment présent. Pour être plus présent à ce que j'ai à partager. Parce que souvent, j'ai partagé ici, peut-être ton esprit pense à tout à l'heure, on va à la création, on va faire un football ici, on va jouer. Donc, il ne faut pas. Hein. Tous les 10 minutes, pap, clap, on revient, je me calme, je relâche les tensions, je suis présent dans le moment présent. Et 10 minutes après, clap, clap, tout le monde s'arrête, on respire. Et comme ça, les enfants sont plus concentrés. Et les enfants améliorent très vite leur connaissance en maths. Parce que c'était un professeur de maths. Et toutes sont des notes excellentes. Alors les autres classes, on m'a dit que dans l'autre classe, ils ont fait cela, pourquoi pas nous? Alors d'accord, si vous voulez, on fait clap, clap. Et toute l'école, finalement, toute l'école accepte cette pratique. Clap, clap, chaque 10 minutes pour que les enfants se calment et regardent en profondeur, vivent dans le moment présent ce que le maître a partagé. Ça, c'est aussi une astuce que le professeur a donnée. Et bien sûr, avec chaque fois que les enfants ont fait une mauvaise note, très grave, bon, il a fait comme ça, 0. Mais maintenant, s'il a corrigé les leçons de maths, il a dit, on fait clap, clap, on revient au moment présent pour écouter mieux le professeur. Et on arrose les fleurs. Ça, c'est moi qui invente. On arrose les fleurs. On apprécie ce garçon. Tu as l'air très joyeux aujourd'hui et très attentif. Merci d'être attentif. Ah, tu as l'air très... Bon, on crée des atmosphères, bien sûr, des commentaires vrais. Il ne faut pas dire des choses pas vraies. Ils le sauront. Ils le sauront tout de suite. C'était un vendredi soir et puis il y avait un peu d'agitation dans la classe.
Et du coup, je me suis fâchée après un élève qui faisait pas ce qu'il fallait, rangeait pas et tout. Et après, je me suis dit, non, là, je vais pas finir comme ça. Alors, j'ai dit, ben, maintenant, j'ai commencé à dire quelque chose de positif à un élève, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Et du coup, dans la classe, il y a eu un gros silence qui s'est installé. C'était scotchant, ils étaient tous hyper attentifs. Ils attendaient leur compliment, en fait. Et je me disais, oh là là, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et en fait, ça s'est passé tout doucement, tout simplement, et ils ont attendu. Et chacun, ils écoutaient et tout. Et les 25 élèves sont passés. Et puis, je suis revenue aussi au premier que j'avais fâché. J'ai réussi à trouver quelque chose de vrai, de positif à lui dire. Et du coup, il y avait comme une ambiance toute détendue et ils étaient tous heureux, quoi. Et ça m'a vraiment touchée. Moi, à la fin, j'en avais les larmes aux yeux. J'étais toute émue de cette attention, quoi. Je me dis, c'est vrai que c'est important de nourrir les bonnes graines et de nourrir la joie. Et voilà. Oh, merci, vous avez fait exactement ce que j'ai proposé au début, mais vous avez déjà avancé. Merci. Il y a quelqu'un là-bas qui, avec les enfants qui ressent la mort comme un danger. Il y a des enfants qui ressentent l'amour comme un danger, mais peut-être ils n'ont pas connu ce que ça veut dire l'amour. Bon, on n'a qu'à utiliser un autre mot. L'écoute profonde, c'est pas un amour, mais c'est l'amour. Non, justement, si on les écoute, ils vont... Un enfant, le mot c'est anomine. Hein? Abandonné. Vous pouvez écrire le mot pour moi. Vous écrivez le mot adonymique. Abandonnique. Comme abandonné, mais abandonnique. Donc, un enfant abandonné, il est assez violent, il a trop d'expériences malheureuses. Donc, chaque fois que vous parlez d'amour, il fait le contraire, c'est ça? Par exemple, est-ce que vous pouvez illustrer, vous donner de l'amour, c'est quoi? C'est-à-dire, s'il veut... Si, par exemple, vous lui donnez un sandwich, mais il n'aime pas le sandwich, bien sûr, il jette. Mais si vous observez et vous voyez qu'il a envie de ce plat, vous dites, est-ce que tu aimes ce plat? Je veux bien t'offrir, mais si tu n'aimes pas, ça ne fait rien. Bon, il a dit, oui, j'aime ce spaghetti. Bon, vous offrez seulement ce qu'il veut. On n'offre pas ceux qui n'aiment pas. Non, mais la pathologie abandonnique, c'est justement, il va tout attirer vers lui et puis le refuser, tout mettre en échec. Donc je vais lui offrir exactement ce qu'il veut, donc un bolognaise sans viande, s'il aime le bolognaise sans viande. Et une fois qu'il va le recevoir, il va le refuser, parce qu'il ne se donne pas droit à l'amour. Ah, donc par exemple, vous demandez... C'est une pathologie, c'est pas juste... Et je voudrais savoir comment, à ce moment-là, on peut lui offrir ce qu'il aime, mais ce qu'il aime, il va le mettre en échec à chaque fois. À chaque fois, il va casser le lien. Ah oui, c'est-à-dire, s'il a dit que bon, je veux une sauce bolognaise avec la viande. Et quand on est offert vers la viande, il a dit non, je veux seulement sauce bolognaise sans viande. C'est ça? Oui. Et puis, simplement dit oui. Bon, alors on enlève la viande. Tu peux manger. Il n'est pas trop sûr de... Non, on enlève la viande. Si tu ne veux pas de viande, on enlève la viande. Et s'il a dit non, je ne veux pas non plus, bon, on laisse. On ne dit rien. Mais on ne doit pas se fâcher à cause de cela. On doit savoir sa nature. Sa nature est comme ça. On le laisse libre. Et parce qu'il peut vous provoquer pour que vous soyez en colère. Tu n'es pas... Bon, je t'abandonne. Non, on dit, d'accord, tu veux une sauce bolognaise? Et puis à la sauce, non, je ne veux pas la sauce bolognaise. Avec viande, enlève-le. Bon, on enlève la viande. Et s'il n'aime pas, il laisse. Bon, c'est ce que
je respecte ce que tu veux, c'est tout. Il a dit, non, je veux que vous me respectez. J'ai dit, tu veux respecter quoi? Dis-le-moi. Voyou. Je dis, voyou. Fais ce qu'il veut. Et puis il a dit, finalement, il est désarmé, je pense. En fait, on n'a pas à être en colère à cause, parce qu'il est abandonné, il a subi trop de difficultés déjà. Donc on est comme devenu prête à accepter tout ce qui est pire. Et donc, il veut faire le contraire pour que vous le frappez et pour que, bon, on ne le frappe pas, on fait différemment. On est d'accord. Tu ne veux pas? D'accord. Tu veux ça? D'accord. Mais malheureusement, on n'a pas, s'il veut maintenant une soupe vietnamienne, malheureusement, il n'y a pas de soupe vietnamienne en ce moment-là. Ça va. Une autre fois, je serai. Mais on le laisse, on n'a pas l'importance pour moi, ce que je peux vous suggérer, c'est que de ne pas être en colère. Si on a l'intention d'aimer cette personne, cet enfant abandonné, on le respecte. S'il veut cela, on donne. Et après ça, il dit non. D'accord, je te respecte. Non. Et puis, c'est tout. Et puis, il veut une soupe vietnamienne. Malheureusement, je n'ai pas le moyen. Mais il y a seulement ça, tu acceptes ou pas. C'est à toi de décider, c'est pas à moi à imposer. Et on est très calme, très gentil, très attentif. On peut offrir ce qu'on peut offrir. On n'offre pas ce qu'ils n'aiment pas, tant pis. Et c'est comme ça qu'on suit la rivière dans l'enseignement de Thaï. Il est souvent dit que quand la rivière est sur le point de pam, 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 comme ça, et si vous mettez un mur, le flot va surmonter le mur et traverser. Il faut suivre la rivière. Vous mettez le mur tout le long de la rivière. Et si vous voulez que la rivière contourne, vous faites le mur un petit peu douce. Et puis vous tournez, de telle sorte que on ne laisse pas l'autre personne les surmonte, mais on suit ses caprices un petit peu, tout en essayant de contourner, de former comme nous souhaitons, mais d'une façon plus humble, plus contournée. On ne fait pas un mur devant ce qu'il exige, mais on suit ce qu'il exige. Et tout doucement, on contourne, pour que finalement, on arrive à son but tout en contournant plusieurs fois avant d'obtenir notre but. Corps, sensation, perception, formation mentale. Ce que nous, on appelle émotion. Je vois pas trop là dans le... Oui, émotion, c'est dans cette quartier de Tangerine, de Clémentine. Il a souvent dit que ça, c'est sa Clémentine, avec 5 quartiers. Et ces émotions, c'est dans les sensations fortes. Mais par exemple, la colère serait une formation mentale aussi, c'est aussi une formation mentale, mais on a classé dans les sensations. D'accord, ok. La pleine conscience aussi. C'est dans... Merci. D'accord, maintenant c'est l'heure peut-être, on doit s'arrêter. Je n'ai écrit qu'un seul livre en français. C'est la mémoire des expériences que j'ai vécues en tant que disciple de Thich Nhat Hanh pendant 52 ans. Et ce livre s'appelle La force de l'amour, avec des expériences vécues durant la guerre et après la guerre, dans les pays d'Europe, et puis le retour de Thaï au Vietnam. On a rencontré des difficultés, comment on a surmonté. Et bon, si vous voulez que je signe, je veux bien le signer un jour avant votre départ. Mais je ne sais pas si j'ai du temps pour fixer quel jour, parce que je suis assez prise ces jours-ci. Mais si vous signez, vous achetez, ou bien je vais demander à la boutique de signer avant une dizaine. Mais j'ai aussi écrit en anglais Begin anew, c'est-à-dire faire un nouveau départ de notre relation pour enrichir notre relation. Et c'est en anglais, c'est pas encore en français, mais ça va sortir seulement au mois de novembre, c'est-à-dire ce prochain mois aux États-Unis, et ça va être traduit en français plus tard.
Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, con có thông báo cho quý thầy, quý sư cô từ Việt Nam và thầy nữa. Mình sau buổi pháp thoại này mình tới nơi cái bảng trắng và mình gặp thầy Gia Sa để để chụp hình thẻ, và con cũng có thông báo cho quý sư cô và quý thầy sư cô Khánh Nghiêm. Quý sư cô, quý thầy mà hết hạn các đề tháng 1 đó thì